Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à votre émission Leitmotiv, votre émission d'inspiration et de motivation. Nous avons déposé nos caméras à Dimbokro à la rencontre d'une dame qui, depuis son plus jeune âge, a décidé de prendre sa vie en main et qui aujourd'hui est un modèle de persévérance et de réussite à tout égard. Allez, suivez-moi. Bonsoir Corinne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un honneur pour moi de vous recevoir. Alors, nous sommes à Dimbokro, une ville qui vous a vu grandir dès l'âge de 3 ans, mais vous êtes né non loin d'ici à Bokanda. Vous faites la grande partie de vos études ici. Votre mère était une grande commerçante. Racontez-nous un peu votre petite enfance. Merci Corinne. Je suis née à Bokanda. Ma mère étant de Bokanda. Et donc 3 ans après, ma mère a trouvé utile de venir à Dimokro. Et donc j'ai fait l'école primaire ici, tout précisément au plateau 3, du CP1 au CM2. Et après le lycée de Dimokro, à l'âge de 11 ans, j'ai eu mon CP bourse quand j'avais 10 ans. Et donc, à 11 ans, je rentrais dans ma 11e année quand j'ai été orientée au lycée de Dimokro. D'accord. À l'âge de 10 ans, vous allez donc malheureusement perdre votre maman suite à son accouchement. Et ce sera pour vous le début d'une très grande période, d'une période assez difficile. Oui. Racontez-nous un peu cette période. Ben, oui, ma mère est décédée au cours de l'accouchement de la dernière qu'elle est décédée, malheureusement. Et ça a été pénible, ça a été difficile. Oui, parce que vous étiez quand même assez jeune. Oui, oui. 10 ans, pour une jeune fille, c'est pas évident. Non, j'étais très proche de ma mère. Surtout, j'étais très proche d'elle. Et j'étais très fière de ma mère. Je voulais ressembler à ma mère. Elle était tout pour nous, elle nous donnait de l'amour, elle faisait... Et donc, la perte brusquement, surtout qu'on attendait une bonne nouvelle, c'était un gros choc. C'était un gros choc. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre vie? Oh, tout un bouleversement. D'abord, on ne savait pas que son mari, son époux n'était pas notre père. Elle nous a toujours montré que votre papa, c'était son mari, le papa de mes petits frères. Et à notre grande surprise, quelques mois, 3 mois après sa mort, il nous fait savoir qu'il n'était pas notre papa. Alors, les années passent, vous tenez bon tant bien que mal. Votre beau-père vous chasse de la maison familiale et vous continuez vos études entre 2 boulots et des petits commerces. Racontez-nous cette étape de votre vie. Oui, mon beau-père, notre beau-père nous a chassés de la maison. Donc, il fallait prendre son destin en main. Ma mère avait un peu de moyens et elle a plus pris soin de ses beaux-parents et son mari. Donc, ses parents, à elle, c'était difficile de prendre l'héritage
des enfants dont ils n'ont pas bénéficié, ils n'ont pas connu et tout. Donc, nous sommes retrouvés sans les parents de notre maman, puisqu'on ne savait pas que ce n'était pas notre père. Tout à fait. Donc là, la première des choses qu'il fallait faire, c'est retrouver les traces de votre famille. voilà, c'était de retrouver les traces de nos familles. Ce n'était pas évident. En quelques jours, quelques mois, ça demandait à avoir du temps. Et je venais de t'orienter au lycée en cas de 6e. Donc, comment faire d'abord pour prendre des cours et puis, bon, le reste allait se faire. Et la première des choses, j'ai voulu aller connaître le village de ma mère parce que au moment de l'enterrement, il y avait du monde, c'était précipité, on n'était jamais allé. Et donc, pour moi, c'était important d'aller connaître son village. Oui, de revenir un peu aux sources. Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai été dans son village. Une semaine après, je Lagba, à l'âge de 11 ans, c'est-à-dire quand une femme commence à être majeure, avoir la maturité, il faut la baptiser. Sinon, elle ne peut pas donner la vie. Oui, d'accord. Et donc, c'était le moment, il fallait me baptiser. Et il y avait quelques filles de mon âge, d'autres plus âgées que moi, c'était le moment de les baptiser. Donc, ils m'ont fait appel, ils m'ont baptisé avec les autres filles. Et donc, ce que je n'avais pas compris, c'est que on baptise les filles et j'étais la seule à ne pas avoir eu l'honneur, le privilège de porter de l'or. Parce que quand on baptise les filles chez nous, on les habille, c'est une grande fête, c'est une grande cérémonie. Il faut les habiller, il faut les rendre belles, il faut leur porter de l'or, il faut. Et toutes les filles étaient belles, sauf moi. Moi, bon, et j'ai pris un mal. Je suis allée sur la tombe de ma mère. Ils arrivent, j'étais en pleurs. Donc, on me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis non, rien. Et puis, finalement, j'ouvre mon cœur à l'une des vieilles femmes. Elle me dit, non, c'est pas parce qu'on ne t'aime pas. Tu sais, mon bébé, avant de baptiser, il faut aller chez le féticheur. Et chez le féticheur, consulter. Et le féticheur va dire comment il faut te baptiser. Parce qu'il y en a qui viennent avec des richesses. Donc, à qui on n'a plus besoin de mettre de l'or, voilà, à qui on n'a plus besoin de mettre de l'or. Et il y en a qui viennent chercher. Donc, toi, parmi toutes ces filles, et tu es la seule qui n'est pas venue chercher. Tu es venue avec de l'or. Donc, tu n'as pas besoin de mettre. C'est pour cela. Mais comme on ne pouvait pas, tu es trop petite, on ne peut pas t'expliquer. C'est pour cela. Je dis, ah non, moi je veux bien être belle comme les autres. Comme toutes les autres, bien sûr. Voilà. Et donc, bon. Surtout à cet âge-là, on ne peut pas forcément comprendre les traditions. Voilà, voilà. Et donc, je rentre en famille. 3 jours après, le mari à ma mère qui décide de nous chasser de la maison. D'accord. Donc maintenant, il nous informe, maintenant qu'il n'était pas notre vrai papa. Donc ça fait encore un autre choc. Un autre choc. Un autre choc. Et donc, il fallait très vite trouver un endroit où pouvoir dormir. Voilà. À l'époque, l'internat, c'était un luxe. Hein. C'était les enfants voilà, 2 qui avaient droit. Alors que moi, à partir de ces moments-là, ma bourse devait être mon père et ma mère. Je devais compter sur ma bourse. Parce que les bourses, ça existait. Déjà. Voilà. Et donc, chaque 3 mois, tu avais 12 000 francs quand tu travaillais bien en classe, que tu avais ta moyenne. Donc, j'habitais d'abord chez mon cousin, du côté de ma mère, qui m'avait gardé chez lui. Et donc, il fallait faire 12 km le matin à pied
revenir pour aller à l'école. Revenir le soir. Et se lever à 4 h du matin. Et puis, bon, il faut faire 6 km pour aller chercher de l'eau. Tout ça a été éprouvant. Et tout ça, tu n'avais pas à manger. Ça a été difficile. Donc, j'en ai parlé en classe. Et l'une de mes camarades de classe a dit, ben, tiens, moi, mon père m'a loué une chambre à Belleville. Donc, je peux partager avec toi à condition que tu acceptes de contribuer. Bien sûr. J'ai dit, oui, j'ai pas de moyens, mais si tu acceptes que chaque 3 mois, je puisse te donner quelque chose, 3 000 francs, en ce moment, il n'y a pas de problème. Donc, elle a accepté. Et j'habitais chez elle. Vous vous êtes mise en colocation toutes les deux. Voilà. Et donc, il fallait suivre. Je faisais de cours en cours. J'allais dans les cours et j'allais faire la lessive. Parce que chez nous, on appelle les fanicos, qui sont très... Ils arrivent dans les cours, ils prennent des draps, des habits, ils vont dans le zine, ils font la lessive. Et les soirs, ils ramenaient aux familles. Voilà. Et moi, comme je n'avais pas l'expertise de cela et les moyens de le faire, j'allais dans les cours et puis de porte à porte, les gens sortaient leur lessive, ils me donnaient leur savon, leur eau, moi je lavais, je faisais le repassage et puis je me faisais un peu de sous et ils me donnaient à manger. Une fois fini, je fais la vaisselle, je balayais et puis bon... je vivais de ça. Donc, au fur et à mesure, c'est ce que je faisais. J'avais mes boîtes de lait. Quand j'arrivais au lycée, à 10 h, c'est la récréation. Quand je n'ai pas de cours, je m'assois là, je vends le lait, je fais du baobab, je mets du sucre et je faisais mon petit commerce pour subvenir à mes besoins. Et un jour, mon professeur principal, c'était un blanc, s'appelait Nassoré Eric. Je me souviens bien de lui. Parce que ce monsieur m'a marqué dans ma vie. L'école ne vous interdisait pas de pouvoir faire les cours et en même temps la récréation de vendre à l'intérieur de l'école? Non, c'était permis? Non, c'était permis parce que d'abord, il faut dire que quand je suis arrivée, je n'avais pas eu la chance de m'offrir des bleus blancs comme mes copines neuves. J'avais personne pour me l'acheter. Après un accident, j'arrive, mon beau-père me met à la porte, je n'ai pas de moyens, je me retrouve sans moyens, c'était difficile. Et donc, je suis allée, j'ai commencé à travailler dans les cours et j'ai eu la chance d'aller à la gendarmerie. Et donc, à la gendarmerie, à l'époque, les belles femmes se faisaient enceinter par les gendarmes parce qu'ils étaient bien logés, ils étaient... Et donc, ils avaient une certaine sécurité. Voilà. Et donc, j'arrivais, après, elles avaient fait le lycée. Hein. Donc, j'allais travailler là-bas. J'avais des idées, faire le yaourt, aller vendre à la gare qui n'était pas à côté. Et donc, elle me donnait le bleu blanc. Certaines avaient des bleus blancs percés. C'était pas ma taille. J'arrivais. Et puis bon, ils mettaient un morceau de paille en bas. Hein? Et puis ils courent. Ça fait des... Donc on m'appelait tampon. On m'appelait tampon au lycée. Parce que j'avais pas de neuf. Hein. Donc il fallait faire avec ce qu'il a. Avec les moyens de bord. Voilà. Et donc le proviseur... connaissait un peu mon histoire. Donc il me laissait faire. Il savait que j'avais besoin de ça. Je voulais réussir à l'école. Je voulais réussir dans ma vie. Donc il me laissait exceptionnellement. Et donc j'avais pas de soucis à cela. Et donc voilà, j'allais vendre le yaourt. Je suis allée voir les femmes de la gendarmerie. Je leur ai dit, mais avec le commerce, on peut avoir de l'argent. Moi, je sais fabriquer du yaourt. Donc, si vous donnez les moyens, nous allons faire le yaourt. Il y a des petites boîtes comme ça, vous avez 10 francs, 10 francs. Des petites boîtes en fer, en alu, là. Oui. On met du bois là-dedans. Oui. Voilà. Donc, et elles acceptent. Nous faisons le yaourt, je fais congeler. Et c'était bien fait. Et la gare était en face. Il y avait une petite gare qui était en face de la gendarmerie. Donc, je prenais tous ces yaourts-là. Je mettais dans des pousse-pousse. On n'appelait pas ça pousse-pousse, des trucs que je fabriquais là, qui étaient là. Je poussais, puis je rentrais dans la gare. Quand j'arrive, on dit, ouh, la jumelle, ce yaourt est doux, elle est là. Mais j'étais chanceuse. Mais c'est bien, parce que déjà, toute jeune, vous étiez très dynamique et puis débordante d'imagination. Oui, il fallait. Il fallait parce que c'est pour cela que j'arrêterai jamais de prier mon Dieu de Jésus-Christ de Nazareth.
Là, vous étiez en quelle classe? Au moment où vous faisiez les yaourts, vous emmenez Là, j'étais à au la lycée. gendarmerie, au Là, lycée. j'étais au lycée. Parce que la vraie galère a commencé. Là, la vie chrétienne, c'était avec ma mère, mais on n'était pas, je ne vivais pas la galère. C'était une enfance heureuse. Hein, du vivant de ma mère, c'était la petite fille qui mangeait au chocolat, Bien sûr, la petite fille du pain au gâtée. beurre, douce servante à la maison. Bon, la petite gâtée, mais quand même. Oui, c'est pour ça qu'après, ça a été un peu difficile, parce qu'il y a eu un changement oui, de vie. oui, 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 un changement terrible. Hein. D'accord. Quelque temps après, vous allez à Boaké pour la terminale. Malheureusement, vous n'aurez pas le bac du premier coup. Ouais. Et donc, vous ne vous découragez pas. Vous repassez Non. votre bac et là, vous l'avez. Vous passez un concours et vous obtenez un premier stage à la RAN. Vous aimiez ce métier ou alors c'était juste un moyen pour vous de gagner honnêtement votre vie, d'avoir de l'argent tout de suite? Oui, au départ, je voulais avoir de l'argent. Je voulais mon indépendance économique, financière. Et quand je suis arrivée, on m'a même mise dans un bureau. Donc, je ne me sentais pas bien. Vous étiez seule dans le bureau ou il y avait d'autres Non, il y avait des filles filles. avec vous? Les secrétariats, c'était plus les femmes. D'accord. Et donc, j'ai dit non, non, je n'étais pas bien. Donc, j'ai demandé au directeur de voir mon CV parce que le concours que j'ai passé... Pour vous donner quelque chose de plus approprié voilà. à votre CV. Voilà. Et quand il m'a affecté au litige, je me suis sentie bien. Bon, c'était des hommes, évidemment. Les femmes, c'est aujourd'hui que nous faisons les métiers. Non, il y avait plus d'hommes. Alors, quand vous touchez votre premier salaire, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ouais. Est-ce que vous avez tout de suite la folie des grandeurs ou est-ce que vous gardez la tête sur les épaules et vous pensez à demain? Voilà. Et quand j'ai eu mon premier salaire, c'était, au lieu de me mettre dans une enveloppe, ce n'était pas dans une enveloppe comme... Ils m'ont mis ça dans un papier, une feuille. Ils ont écrit mon nom, tout, les taxes et tout, et puis on me remet. Et donc, quand j'ai pris, j'ai regardé, je suis allée voir mon directeur. J'ai dit, patron, mais voilà, on m'a payé, il faut prendre pour toi. Et puis, il a commencé à rire. Il dit, mais ça ne se passe pas comme ça parce que vous aurez beaucoup de charges. Donc, il ne faut pas donner. Il dit, d'accord, patron. Donc, j'ai enlevé ma dîme là-dedans pour payer. Et il fallait envoyer ça à l'église. Donc, j'ai payé ma dîme à l'église. Là, c'est votre générosité qui a parlé. Voilà. Et donc, le reste, j'ai acheté des petits cadeaux pour mes camarades de travail. Et j'ai demandé une messe pour ma mère. Et donc, je me suis organisée. J'ai dit, tiens, je pense que je vais réussir, je suis sur le chemin. Donc, ce premier salaire vous a beaucoup encouragé. Oui, vraiment. Ça m'a vraiment encouragée et ça m'a permis d'aller louer ce qu'on appelle un studio aujourd'hui. C'était des entrées couchées à l'époque. Voilà, un entrée couchée. Et voilà, déménager là-dedans. J'habitais chez des cousines quand je suis arrivée. Et donc, j'ai déménagé un mois après dans l'entrée couchée en question. Donc, c'était notre vie. Bien sûr. C'était notre vie. Alors, le jour de votre anniversaire, Madame Nizi, vous allez faire la rencontre d'une dame. À cette époque, vous ne le saviez pas encore, mais cette première rencontre sera décisive pour vous, pour votre vie. Vous rencontrez cette dame, une Antillaise, restauratrice, le jour de votre anniversaire. Et vous lui faites la proposition de travailler dans son restaurant, alors même que vous êtes déjà employé à la RAN. Racontez-nous comment se passe cette rencontre et comment arrivez-vous à vous organiser entre deux boulots? Merci Corinne. Il faut dire que c'était un bonheur. C'était un bonheur parce que mes amis organisent mon anniversaire sans grand moyen. Alors qu'à l'époque, c'était un restaurant de... Voilà. C'était des blancs, tous les voilà, qui allaient. Et donc, Dieu me fait grâce de faire venir la responsable, la
premier responsable du restaurant. Et puis bon, on arrive à sympathiser. Et sans savoir ce que je fais dans la vie, elle me demande si on était intéressé parmi nous de vouloir travailler dans son restaurant. Et puis moi, dans la discussion, j'ai dit à la dame que j'étais intéressée. Et donc j'ai pris rendez-vous. Je suis allée la rencontrer. Et dans un premier temps, je ne lui ai pas dit que je travaillais à la RAN. Parce qu'elle n'allait pas comprendre. Oui, comment vous pouvez jongler avec 2 boulots. Voilà. Elle allait se dire que vous seriez fatiguée. Justement. Et elle a accepté. Elle m'a donné l'heure à laquelle il fallait commencer. Et j'ai demandé d'abord le salaire. Elle me dit 3 000 par jour. Ça me faisait 90 000 francs le mois. Sans compter les pourboires. Parce que là, quand les clients arrivaient, ils font des cadeaux, des fois même qui est plus élevé. Quand ils sont bien servis, l'accueil est chaleureux et tout. Donc, tu pourrais te faire des bonus, voilà. Et donc, j'ai adhéré parce que 90 000, pour moi, il ne fallait pas négliger. C'était beaucoup d'argent, j'avais des charges. Ma jumelle, il fallait m'occuper d'elle, ma grande soeur, et la famille, mes petits frères qui étaient restés à Dimoko avec le papa, et tout ça. En fin de mois, combien vous arrivez à gagner environ avec ces 2 boulots? Wow, bon, à la RAN, c'était 67 000. Et en moyenne au restaurant? Au restaurant, j'avais 90 000 avec les pourboires. J'arrivais à me faire au moins 300 000, 400 000 le mois. Ah, quand même. Ah oui, ah oui, ah oui. Parce que il y avait le secret du métier. Des clients qui arrivaient, qui m'offraient le champagne. Vous étiez quelqu'un de jovial, d'agréable. Voilà. Et donc, j'étais la marima parce que de cette époque, je vais parler un mot, deuxième mot, je vais te parler de Dimbokro, te parler du village, te parler de mon histoire. Mais comment faisiez-vous pour ne pas céder justement aux avances de clients pour la jeune fille que vous étiez? C'était pas évident. Oui, bon, j'ai eu la chance d'être chrétienne d'abord, d'avoir une seconde éducation. Parce que la Bible te donne une seconde éducation. Et puis, j'ai eu l'éducation de mes parents. Ma mère me disait, quand j'étais petite, elle dit, mais si tu vas à l'école en venant, si tu vois une grosse maison, quelqu'un qui a une grosse voiture, qui s'arrête, qui veut te prendre, il ne faut pas monter parce que tu es jumelle, ils vont couper ta tête pour aller chercher de l'argent. Et donc, ça m'est resté dans la tête. Et quand j'étais petite, les jumelles... Chaque fois que quelqu'un vous approchait, voilà. Vous pensiez à ce que votre mère vous voilà, avait dit. Parce que, voilà, je suis jumelle. Oui, oui. Et les sacrifices, on donnait aux jumeaux. Tout à fait. Quand tu partais chez les marabouts, on dit il faut donner l'argent aux jumeaux, ton business va marcher. Donne ça aux jumeaux. Bon, il fallait faire des sacrifices aux jumeaux. Oui. Donc souvent, on nous donnait des sacrifices et ma mère était contre. Donc c'était un combat pour elle, pour ne pas qu'on accepte la facilité. Donc, ça vous a permis, en tout cas ces conseils vous ont permis d'être très méfiante. Voilà, ça m'a permis d'être méfiante. Et ensuite, de ne pas aimer les choses faciles. Voilà, la facilité, c'était pas mon... Ça ne paye pas. Non, 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 je ne rentrais pas dedans. Pour moi, il faut travailler pour gagner de l'argent. Voilà, il faut... même si on n'est pas un saint, mais il faut marcher dans la vérité. Il faut... Voilà, dans la droiture. Et puis, je n'aimais pas l'échec. Je n'ai jamais aimé l'échec. Vous aviez des objectifs, c'était d'avancer, de réussir. Voilà. Vous aviez votre soeur, vous aviez de la famille derrière vous. Voilà. Vous aviez des charges, vous deviez quand même penser aux autres et vous occuper un peu des plus petits. Oui, et j'ai voulu toujours aider les gens, les orphelins. Parce que moi, mon histoire m'a marqué. Et je me dis que je ne suis pas la seule à vivre cela. Madame Zi, malheureusement, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Nous allons donner rendez-vous à nos téléspectateurs la semaine prochaine pour la suite de cette émission qui vous est consacrée. Merci Corinne. Que Dieu vous garde.